Eh bien, bienvenue à tous. Nous avons le plaisir de vous réunir aujourd'hui autour de l'expertise de Lucien Gimnès. Lucien. Ce webinaire est organisé par notre structure, Strato, qui est un opérateur de confiance numérique, d'archivage à valeur probante, particulièrement utile, notamment dans le cadre de la réforme de la facture électronique. Mais la parole n'est pas pour nous aujourd'hui, la parole est à Lucien pour passer en revue le thème que Lucien nous a proposé d'étudier aujourd'hui, qui est l'archivage et la conformité fiscale. Quelques mots sur Lucien, c'est un expert. Ça fait des années que tu travailles en tant que formateur et membre de la DGFiP. Tu accompagnes des éditeurs dans la conformité, tu accompagnes des clients dans la conformité. Et donc, c'est à ce titre qu'on a souhaité te faire intervenir pour passer en revue, en fait, ces deux thèmes qui sont l'archivage, donc électronique, hein, on va focuser pas sur l'archivage papier, l'archivage électronique et la conformité fiscale. La parole est à toi, Lucien, et juste avant de terminer, si vous avez des questions, je vous prie de les passer dans le chat et on y répondra à la fin de l'intervention de Lucien. Voilà, Lucien, la parole est à toi. À bientôt. Merci Marc pour cette présentation et bonjour à toutes et à tous pour cet événement Strato qui concerne effectivement un sujet extrêmement d'actualité finalement à travers cette réforme de la facturation électronique, puisque plus que jamais, avec la dématérialisation des factures, et avec évidemment les reporting, ce qu'on appelle le e-reporting, les données sont au cœur du sujet de la conformité. Alors j'ai appelé cette formation archivage et conformité fiscale, c'est-à-dire je vais traiter finalement le sujet à travers ce « et » de coordination, qui veut dire qu'est-ce que c'est qu'un archivage conforme du point de vue de la fiscalité. Alors, ce qui est certain, c'est que vous aurez tous accès à la rediffusion de ce webinaire qui est une forme de formation flash, on peut dire, et qui est extrait en fait d'une formation plus large qui prend une journée, dans laquelle j'ai plus de temps pour rentrer dans les détails. Ce qu'on peut dire, c'est que l'exigence fiscale de l'archivage, c'est quelque chose d'ancien qui existait déjà au niveau du papier, mais qui, avec l'informatique, a pris une ampleur extrêmement importante dans la mesure où les données, et notamment les pièces justificatives créées informatiquement, s'originent de logiciels, sont le résultat de traitements informatiques. Et donc derrière, il y a une profondeur qui est beaucoup plus large que simplement une pièce matérielle. Pièce matérielle, c'est cette pièce matérielle, je la conserve. Donc il y a plusieurs éléments de traçabilité qu'on va passer en revue, et notamment le cadre juridique. Et j'espère que je vais essayer de vous faire sentir la subtilité de ce sujet sur lequel nous allons un peu passer un petit moment ensemble, au moment du déjeuner d'ailleurs. Donc, ce qu'on peut constater évidemment, c'est que dans la pratique, beaucoup d'entreprises connaissent un certain nombre de difficultés parfois pour pouvoir identifier ce qu'elles doivent archiver. Donc, est-ce que c'est uniquement les pièces? Est-ce que c'est, voilà, on parle des factures, est-ce que c'est les livres comptables? Notamment en matière informatique, elles n'ont pas toujours conscience de la profondeur du champ de l'archivage. Et un autre phénomène, évidemment, qui crée une conjonction particulièrement significative en matière d'archivage, c'est l'explosion, j'allais dire, on peut passer au slide suivant, donc je suis déjà dans l'introduction, hein. Yoline, tu peux passer sur… Voilà, donc la petite illustration, bien entendu, avec le passage du papier à l'informatique, avec cette révolution informatique,
à laquelle nous assistons notamment depuis les années 80, on peut dire. On a évidemment des enjeux qui sont hautement stratégiques pour une entreprise. Est-ce que je garde à l'intérieur de mon entreprise? Est-ce que j'externalise? Qu'est-ce que je garde? Est-ce que je vais embaucher une personne qui va s'occuper de ça, un directeur de politique d'archivage, si c'est une entreprise qui peut se le permettre. En tout cas, ça reste quand même de plus en plus, j'allais dire, pressant pour une entreprise, vu effectivement cette explosion exponentielle des données. On va passer au slide suivant. Alors, l'explosion exponentielle des données, elle s'appelle un peu, j'allais dire, big data d'un certain côté, mais même au niveau d'une petite entreprise, il y a explosion de la donnée. On va encore démultiplier ça, bien entendu, avec la dématérialisation totale des factures en B2B, avec le e-reporting. Donc effectivement, je fais une petite référence culturelle à Rabelais: «Stockage sans conscience n'est qu'héroïne de la donnée». En effet, il ne s'agit pas que de conserver, mais il s'agit de pouvoir accéder après à ces données. Il s'agit de pouvoir conserver les bonnes choses. Il s'agit évidemment de pouvoir retrouver, et il s'agit surtout d'une question de sécurité. La sécurité est au cœur de tout ça, parce que des données qui ne sont pas stockées de manière sûre et de manière, j'allais dire, pérenne, mais surtout intelligente, ça peut être effectivement la ruine de la donnée. La ruine de la donnée qui elle-même peut entraîner effectivement des problèmes pour une entreprise qui sont effectivement importants. Nous allons y revenir. Donc, il faut réfléchir effectivement dès le départ, j'allais dire, dès la création d'une entreprise, à la conservation des données. On va aller un slide un peu plus loin. Voilà. Alors, grosso modo, ce qu'on va essayer d'exposer dans le cadre de ce flash formation, ça va être le cadre juridique, la portée de cette obligation. Évidemment, dans quel cas faut-il restituer? Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on archive? On archive parce qu'à un moment donné, on est dans un contexte, d'ailleurs spatio-temporel. On verra que le où est-ce qu'on archive a également son importance, mais l'espace, le temps, par exemple, un contrôle fiscal, ça s'effectue sur le temps passé. Demander ce qui s'est passé il y a 3 ans, voire parfois il y a 10 ans, quand on est dans des cas d'entreprises qui étaient défaillantes, c'est pas évident. Quand on va se pencher sur des immobilisations qui sont encore à l'actif d'un bilan, on va être obligé d'aller parfois à l'origine de cette immobilisation, donc la facture qui était à l'origine. Quand il y a des travaux qui ont été faits éventuellement, comment est-ce que je les ai enregistrés? Qu'est-ce que j'ai archivé concernant cet événement? Donc en fait, le temps effectivement nous oblige à un moment donné à, autrefois c'était gravé dans le marbre, ou sur des petites tablettes, ou sur, du papier. Maintenant, ça va être sur des supports informatiques qui eux-mêmes évidemment ne sont pas forcément, infaillibles, qui eux-mêmes peuvent subir, des attaques ou voire peuvent subir, des défaillances, s'effacent avec le temps, donc il faudra renouveler, il faudra faire des doubles, des clusters et cetera. D'où l'intérêt de s'adresser évidemment à des professionnels dont c'est le métier de conserver dans de bonnes conditions. Je pense que c'est quelque chose d'important. On va essayer d'illustrer aussi les obligations de conservation par des cas pratiques. Et puis on aura, après mon exposé, un moment pour répondre à vos questions, pour faire un échange. Alors on va aller un peu plus loin. Slide suivant, voilà. Alors, sur ce slide, je vais essayer de faire un peu une petite sélection, je dirais, une sélection d'articles qui, à mon avis, sont les incontournables. Le premier article, c'est un article que j'appelle moi le périmètre, pour vulgariser, le périmètre du contrôle fiscal informatisé. C'est ce fameux L13
du LPF. Et si vous voulez, cet article-là, il vous donne à un moment donné, il édicte une sorte de vérité qui est une règle d'élargissement de la possibilité d'investigation de l'administration au fur et à mesure que l'on informatise son système d'information, évidemment, ses données. C'est-à-dire quand on est passé d'une comptabilité papier à une comptabilité informatique, on a créé énormément de choses en plus à archiver. Quand au fur et à mesure qu'on développe son système d'information, ce périmètre va s'accroître. Et d'une certaine manière, la profondeur des éléments à conserver va augmenter. Donc le périmètre du contrôle fiscal, c'est quelque chose qui délimite, on peut dire, la profondeur des éléments à archiver. Ensuite, on a un autre article qui est un article fondamental, c'est le L102B. Il y a d'ailleurs son petit frère, c'est le L102C. Le L102B, alors je ne vais pas faire la lecture complète, évidemment, du Code général des impôts. Hein. Voilà, très bonne lecture, notamment pour les insomniaques. Je vous dis simplement que ce L102B, en fait, c'est un peu le début de toute chose pour quiconque va faire un audit ou un contrôle d'un système d'information, d'une entreprise. On essaye de faire ce que nous, on appelle dans notre jargon parfois un constat L102B, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une entité, une entreprise, une personne qui est sous l'obligation de conservation de données a archivé et comment est-ce qu'elle a archivé cela et combien de temps, évidemment. Ensuite, on a un autre article qui est un article, donc le petit frère, le L102C, c'est surtout le lieu de stockage. Le lieu de stockage, parce qu'il faut imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'un chef d'entreprise aurait du mal à savoir où est stockée chaque donnée concernant son entreprise. Vu évidemment le cloud et vu évidemment la complexité parfois des relations qu'on peut avoir avec d'autres entreprises et des données déportées chez des prestataires de services, ce n'est pas toujours évident. Et pourtant, il existe des règles strictes de localisation des données. On peut localiser des choses, notamment des données en France, on peut localiser des choses en Europe, on peut localiser des choses ailleurs dans le monde, mais encore ailleurs dans le monde, à condition que la France, et notamment les autorités fiscales françaises, aient des accords pour pouvoir accéder à ces données. D'ailleurs, il existe également une obligation de déclaration annuelle du lieu de stockage de ces données. Et enfin, évidemment, il existe un autre texte qui est un peu la quadrature de tout ça, c'est dans quel cadre et combien de temps faut-il conserver. Donc, c'est ce qu'on appelle le délai de conservation, qui lui est lié aussi au délai de prescription. Combien de temps l'administration peut revenir vous demander quelque chose. Alors effectivement, il n'y a pas que le côté fiscal, il y a l'aspect commercial qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte également les relations, point de vue droit civil. Donc il y a plusieurs éléments, plusieurs droits également qui se superposent. Alors pour faire court, par exemple, en ce qui concerne la fiscalité, généralement c'est 6 ans, sachant que le délai de reprise en droit commun, c'est-à-dire en dehors de la fraude caractérisée, on fait un contrôle fiscal sur les 3 ans, les 3 dernières années. Mais on peut revenir aussi sur 6 ans en arrière. Après, il y a un tas d'exceptions. Lorsque vous avez des déficits reportables, lorsque vous avez des crédits de TVA reportables, on peut revenir beaucoup plus loin en arrière, évidemment, jusqu'à l'origine du crédit ou du déficit. On va aller un peu plus loin encore, et on va essayer de voir un peu la portée de cette obligation. Alors, concernant la portée de l'obligation, évidemment, c'est, comme je vous ai dit, c'est plus large que les simples factures. Vous avez compris le périmètre du L13D, mais vous avez compris évidemment que, d'une certaine manière,
L'archivage n'est pas la sauvegarde. Alors là aussi, on en reparlera, mais il y a des définitions un peu strictes en matière d'archivage, à savoir que, par exemple, l'archivage, lui, qui est fait normalement à la clôture, à un moment donné, à un temps X, et souvent sur des supports extérieurs au système d'information. Souvent, quand on fait des contrôles, on peut avoir affaire à des entreprises qui, de toute bonne foi, nous disent: «Moi, j'ai toutes mes données vivantes en ligne». Voilà. Heu, Sauf que, ces données vivantes en ligne peuvent être sur un exercice qu'on n'a pas le droit de regarder. Sauf que ces données, ne sont pas figées, qu'on peut les modifier. Donc il y a un certain nombre de qualités essentielles de l'archivage, le fait notamment de figer, de rendre les données intangibles. Il y a une prescription, au niveau du plan comptable général, que je vous ai mis ici par exemple, c'est, l'intangibilité à travers des processus de validation. Donc c'est vrai que l'idée quand même de l'archivage à la base, c'est de pouvoir figer sur un élément extérieur ou à un système vivant, l'intégralité des données soumises au périmètre, de conservation, et de pouvoir évidemment les sécuriser. Voilà. Pour ça, il y a d'ailleurs des tests de conformité, d'archivage qui existent, et l'administration peut en faire, mais évidemment les professionnels, de l'archivage en font. On va aller un peu plus loin encore. Voilà. Alors, en ce qui concerne, on va dire la situation qui nécessite ce qu'on appelle la représentation des archives. Alors, il y a énormément de situations évidemment, qui peuvent faire l'objet de demandes des données archivées. Je cite encore une fois, pour rester un peu dans l'idée du cadre général, une instruction qui est une instruction fort intéressante. S'il n'y en avait qu'une à retenir, c'est cette instruction-là que je vous cite, donc vous pouvez facilement la retrouver. Et effectivement, elle est liée quelque part au cadre des comptabilités informatisées. Comme l'avait précisé d'ailleurs Marc au début, là on est sur les données électroniques, donc les données issus notamment de la comptabilité informatisée, mais aussi de la gestion. La gestion, il n'y a pas que la comptabilité à proprement parler, il y a aussi les données de gestion. Une facture, c'est une donnée de gestion. Tous ces éléments-là sont repris en long et en large, notamment dans ce bulletin officiel des impôts, dont je ne vais pas vous faire une lecture exhaustive, mais je vais essayer de vous faire sentir certaines subtilités. Donc, notamment, il y a ce paragraphe 360 qui, lui, traite directement de la conservation et de la représentation obligatoire des données. Dans le même BOI, si on va un peu plus loin dans le slide, on a encore un certain nombre d'articles qui traitent explicitement de la conservation des données, des traitements des données et de la documentation. Alors, un petit aparté quand même pour expliquer ça, avant d'aller sur les données élémentaires. Une donnée en soi, c'est quelque chose de relativement complexe dans la mesure où on va dire que, par exemple, pour avoir un chiffre au niveau d'une liasse fiscale, dotation ou provision, derrière, il y a une agrégation d'éléments, ce qu'on appelle des données agrégées. Pour remonter doucement à ce qui a permis de constituer tout ce chiffre-là, il y a souvent des traitements qui sont à l'origine. Donc la conservation des données porte également sur des traitements. Par exemple, j'ai additionné la perte que j'ai eue sur tant et tant et tant et tant d'éléments de stock, et tout ça, mis bout à bout, fait une perte globale. Donc tous ces éléments de traitement sont fort nombreux, évidemment dans une comptabilité, informatisée. Les conserver est essentiel, tout simplement parce que, on va pouvoir, demander, à accéder à ces traitements, et c'est notamment ces paragraphes de cette instruction, administrative qui prévoit dans le détail comment on peut y accéder et pourquoi on doit pouvoir y accéder. Alors, tout de suite en dessous, il y a la documentation.
Ça aussi, c'est souvent quelque chose qui n'est pas bien maîtrisé par une entreprise et je le comprends, hein, c'est pas toujours évident. C'est quelque part tout processus d'archivage, tout processus, de traitement, doit être documenté. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de documentation qui est d'ailleurs inscrite dans le le plan comptable général. Évidemment, donc il y a des obligations fiscales. La documentation doit être d'ailleurs en français. Parfois, il y a des documentations qui ne sont pas traduites, donc l'administration pourrait demander de les faire traduire. Donc l'archivage porte également sur ces documents. Donc vous pouvez avoir des pièces justificatives, une facture, des livres, des registres, derrière des traitements et derrière ces traitements, les données élémentaires, tout le processus de calcul, tous les éléments calculatoires et évidemment toute la documentation qui permet de dire: «Voilà comment fonctionnent les applications qui ont permis de faire ces traitements». Les applications, elles-mêmes, heu, étant documentées, évidemment, je prends un exemple, vous pourriez avoir un ERP, dans votre système d'information. Cet ERP va être documenté. Lui-même va faire l'objet d'un tas de paramétrages. Donc la documentation, souvent, on rentre aussi dans le détail du paramétrage des données. Ces éléments-là font l'objet également et doivent faire l'objet, heu, d'un archivage. D'un archivage pour pouvoir mettre le «et» de la conjonction de coordination et conformité fiscale, être fiscalement conforme. Voilà. On va aller un peu plus loin encore, si vous voulez. Voilà. Là, on rentre juste en shiatsu un peu et en détail sur la définition qu'on trouve dans ce bulletin officiel des impôts, données élémentaires. Donc, données élémentaires sont définies par leur participation, directe ou indirecte, vous voyez, à l'élaboration d'états comptables. Bien entendu, il faut archiver les états comptables et les états fiscaux ou de déclarations rendues obligatoires par le Code général des impôts. Mais vous voyez que ces données élémentaires, on va beaucoup plus loin que simplement les états. Derrière, on a les données donc, qui, peu ou prou, participent à l'élaboration de ces éléments. Donc, ce sont, comme on le dit, des données immatérielles qui sont évidemment traitées informatiquement. Voilà. Enfin, je voulais vous mettre cette petite définition parce que je crois que ça, c'est un des points qui est assez mal compris, encore aujourd'hui, y compris par des professionnels du chiffre et du droit. Je pourrais vous citer aussi, une étude récente d'un ami, Rémi Gouillet, vous pouvez la retrouver. C'est une excellente étude qui rappelle également ce point et je pense que vraiment c'est un point sur lequel on a intérêt quand on est chef d'entreprise, ou même éditeur à prévoir, la conformité fiscale, bien en amont. On va aller un peu plus loin. Voilà, on arrive donc, à un sujet également, important, c'est, proprement parler, ce qu'on appelle parfois la procédure d'archivage. Alors il y a effectivement, un paragraphe toujours dans ce BO qui est un peu, j'allais dire l'instruction, le document maître, en matière d'exégèse, de la conformité fiscale de l'archivage. Donc il faut quand même s'arrêter à un moment donné en shiatsu sur ce paragraphe, donc 550. Je vais me le remettre ici juste peut-être pour, être précis dans la formulation. On voit que, quels sont ces objectifs finalement de cette procédure d'archivage? On en avait parlé, c'est donner une date certaine à un document. La date certaine, c'est très, très important. On voit bien que, c'est un élément de preuve, évident sur, la qualité de la donnée et on parle pour cela vous entendrez souvent parler de fichier archive. Fichier archive. Évidemment, derrière, il y a différents types de procédés de datation, date système. On peut imaginer time stamping, enfin horodatage, et cetera. Et à côté de cet aspect de date certaine, il y a évidemment aussi le caractère intangible. Donc, on demande que ça soit
mis sur un support informatique pérenne. Donc d'une certaine manière, évidemment, il y a aussi un format, lisible. Alors on donne quelques exemples, du TXT ou du CSV. Ça peut être autre chose, notamment, ça pourrait être, pourquoi pas, du structuré, hein, voilà. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un support protégé, externe, qui rende les choses intangibles et surtout qui permet à l'administration d'accéder, de lire ces éléments et de pouvoir effectuer elle-même des tests et je dirais des traitements. Alors, on parlera des traitements, mais il y a des procédures, par exemple, une procédure du livre des procédures fiscales qui s'appelle les demandes de traitement, le L47A2 du LPF. C'est à partir de ces documents-là qui ont été conservés, qui ont été archivés, que l'administration pourra, sur ces données-là, effectuer des contrôles de validation, tout simplement. On est dans un système démocratique déclaratif où finalement, il y a plus de 4 millions d'entreprises, 6 millions d'assujettis à la TVA, et chaque année, le fisc fait à peu près 45 000 contrôles. Donc c'est une goutte d'eau, mais c'est quand même quelque chose qui arrive, et quand ça arrive, il faut être prêt. Il faut être prêt. Et pour ça, il n'y aurait pas de contrôle s'il n'y avait pas d'archivage. Vous voyez l'importance que ça revêt. On peut aller un peu plus loin, Yoline. Merci. Alors, oui, j'ai voulu faire un peu d'humour. Je ne sais pas si ça tombe bien. Bon, on a d'un côté la vague des factures, hein, ça nous attend bientôt avec la réforme de la facturation électronique, mais c'est plus du papier, ça va être des données, hein. Et puis d'un autre côté, j'ai fait une référence au peintre japonais Hokusai, à savoir qu'on est toujours soumis effectivement à des choses qui nous dépassent. Là, en l'occurrence, la grande vague de Kawanaga. Donc, afin de respecter, je reviens vers un paragraphe du BOI, il y a cet article 54 qui est en fait cet article 54 du Code général des impôts. C'est aussi un article emblématique parce que c'est lui qui définit et qui donne, c'est une loi finalement qui a été codifiée, hein, qui donne à l'administration un droit d'accès. Et ce droit d'accès, effectivement, lui-même est explicité dans une instruction. Alors là, on a le paragraphe 660, vous l'avez ici, hein, et qui dit donc que pour respecter une obligation de présentation, il faut un procédé de visualisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand bien même on est dans le monde immatériel des données, du numérique, il faut pouvoir, un être humain, ça doit rester lisible, pour un contrôleur. Donc effectivement, on parle de fichiers images, PDF. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de données qui sont par exemple sous forme PDF, voilà, format PDF. Et puis il y a d'autres systèmes print. Enfin, il peut y avoir d'autres systèmes de visualisation. Il m'est même arrivé d'assister à des situations où l'entreprise vous dit, voilà, vous êtes face à un écran et vous avez tout est lisible sur cet écran. Donc, quasiment un écran, un terminal passif qui ne permet pas évidemment d'accéder au système d'information, mais qui permet de visualiser tout ce dont l'administration a besoin pour être visualisé. Évidemment, cela n'empêche pas l'administration de demander des copies. Cela n'empêche pas l'administration de demander des copies informatiques et cela n'empêche pas l'administration de faire des demandes de traitement. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect print, image, tableau de Hokusai, mais aussi il faut toujours imaginer qu'une donnée doit être quelque part accessible de manière simple et lisible. Yoline, on va encore avancer un petit peu. Pour l'instant, on est bon dans le timing. On va maintenant parler évidemment aussi un peu de. Alors il y a une autre instruction qui, elle, vise plus particulièrement, je vous la cite parce que vous pourrez la lire en détail, hein, si on voulait tout lire, c'est un peu long. Pendant le stage d'une journée, pour ceux que ça intéresse, on peut aller dans le détail de tout ça. Ce qui est particulièrement intéressant, notamment, j'ai fait un petit
florilège, c'est notamment ce qu'on appelle la conservation des CEPAF, c'est-à-dire les contrôles qui établissent une piste d'audit fiable. À un moment donné, en 2013, suite à une directive de 2010, on a créé une obligation de documentation de la piste d'audit fiable. La piste d'audit fiable, dont la vocation, c'est de créer le lien entre une facture, par exemple, hein, et la réalité d'une opération. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment les bons de livraison, les devis, les commandes, les traitements et les contrôles, les process finalement, j'allais dire achat et les process vente, qui recouvrent beaucoup de traces dans un système d'information. Tout n'est pas toujours dématérialisé. On peut d'ailleurs passer à de la dématérialisation. Alors il y a aussi une norme à respecter, un article A102B, c'est pas le L102B, là c'est le A102B. C'est-à-dire qu'on numérise du papier pour le conserver. Donc certains contrôles peuvent être effectivement électroniques et d'autres sont papier. On peut les numériser après, mais en tout cas, tous ces contrôles sont à archiver. Donc, on a beaucoup de choses à archiver et c'est notamment un article, un sous-paragraphe du L102B que j'ai cité, c'est le L102B 1 romain bis, qui oblige les entreprises à archiver les éléments et notamment les contrôles, ce qu'on appelle les CEPAF, les contrôles établissant une piste d'audit fiable. Et là encore, il existe non seulement des tests sont possibles, la représentation de la documentation de la PAF, la représentation des contrôles, mais il existe aussi des contrôles un peu inopinés, ce qu'on appelle un contrôle inopiné, un L13D, je ne vais pas citer parce que je ne vais pas tout citer, hein. Le L13D, c'est une procédure qui permet à une entreprise de venir, à l'administration de venir de manière inopinée, uniquement pour contrôler votre documentation et l'archivage de vos contrôles CEPAF. Voilà. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant. Alors, il faut savoir aussi que le plan comptable général, alors il y a un article 911.4 du plan comptable général, autorise évidemment et recommande de faire des tests sur les données archivées, hein, pour s'assurer de la conformité et surtout de la sécurité de ces archives. On va aller plus loin. Donc, aller plus loin. Voilà. Alors, dans un monde idéal, tout ça, ça marcherait sur l'autodiscipline. Et je pense que pour 90 ou 99% des gens, ça marche sur de l'autodiscipline. La conformité, ça marche très bien parce que les gens ont envie que ça fonctionne. Les entreprises n'en vont pas à l'avant d'ennui. Elles s'entourent de conseils, elles suivent des formations, comme les formations que je peux diffuser, ou dispenser, et elles ont envie d'être dans la conformité. Néanmoins, il y a effectivement toujours des gens qui sont en dehors des clous, volontairement ou involontairement. C'est-à-dire qu'on peut aussi parfois être sanctionné parce qu'on fait des erreurs, même si heureusement on est dans un monde de plus en plus, j'allais dire, dans le dialogue, on est de plus en plus dans le dialogue. Je pense notamment avec Oups, le droit à l'erreur, des choses comme ça, qui sont d'excellentes choses et qui montrent qu'effectivement l'administration dialogue, bien entendu, avant tout. Elle ne met pas une sanction comme ça, on n'est pas là pour sanctionner les personnes, on écoute, on comprend, on essaie de voir. Et moi, il faut quand même mettre des garde-fous parce que sinon, effectivement, parfois, ça ne marche pas. C'est comme un radar au bord d'une route. Comme par hasard, quand il y a un radar, les gens ralentissent. Vous avez tous remarqué. Et puis après, ils réaccélèrent. Donc, parfois, il faut rappeler quand même les gens à des bonnes pratiques. Bonnes pratiques. Alors, effectivement, ce qui est par exemple, je cite quelques exemples de sanctions fiscales, il y a aussi des sanctions pénales. Sanctions pénales, quand c'est très grave. Mais notamment, on peut remettre en cause, évidemment, vu que la conservation d'une pièce justificative joue sur le caractère probant d'une comptabilité. On peut remettre en cause la valeur probante d'une comptabilité.
Ce qui est finalement très grave et extrêmement gênant, puisque en termes de procédure, on n'est plus dans ce qu'on appelle une procédure contradictoire, on est dans une procédure d'inversion de charge de la preuve, on est dans une procédure où c'est non pas à l'administration de prouver que tel redressement qu'elle va faire, ou tel rappel, ou telle majoration est fondé, mais c'est à l'entreprise de prouver que l'administration a tort. Donc l'inversion de la charge de la preuve, qui est quand même quelque chose d'énorme et qui vient d'un caractère non probant, derrière tout ça, il y a la conformité fiscale de l'archive. La conformité fiscale de l'archive. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point que beaucoup de personnes, parfois, négligent un peu. Et je pense qu'il faut le rappeler parce que c'est extrêmement important. On va aller un peu plus loin. Alors, pour entrer dans le détail, c'est vrai que la sécurisation, des systèmes d'information joue aussi, par exemple, pour le FEC, fichier des écritures comptables. L'absence de la facture d'origine, donc, en tant que pièce justificative, ça a encore une fois une incidence, c'est cette absence de chemin de révision comptable. Alors, juste une petite définition de chemin de révision comptable, pour qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à la PAF. Là, on est dans le lien entre justement la pièce justificative et l'écriture comptable. C'est ce qu'on appelle le chemin de révision comptable. C'est normalement ce à quoi il faut veiller en permanence, c'est-à-dire chaque écriture comptable doit être étayée d'une pièce justificative qui donne la valeur probante à cette écriture. Et cette pièce justificative, elle, doit faire l'objet, évidemment, d'une conservation sous forme d'archivage à valeur probante. Voilà, on va aller plus loin. Alors, effectivement, on peut donner des exemples de sanctions. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est quand même pour être conscient. Il faut voilà, être conscient qu'il y a des amendes. Alors, une petite amende, enfin, c'est déjà la conséquence, c'est 1 500 €, mais ça peut aller jusqu'à 25 000 €. C'est par rapport à des défauts d'éléments d'archivage. Ou évidemment, un refus, oui, j'aurais pu rajouter une impossibilité de présentation de documents, voire parfois de destruction volontaire. Je ne vais pas parler des incendies, des choses comme ça, mais enfin bon, normalement, il faut prévoir l'imprévisible. Là, on serait un peu dans la logique des lois de Murphy, c'est-à-dire il faut toujours prévoir le pire, et construire son plan d'archivage sur quel incident peut, survenir. Il ne faut pas que je sois pris à défaut là-dessus. D'où encore une fois l'intérêt quand même de travailler avec des professionnels. Alors, le cas extrême, évidemment, à part ces amendes forfaitaires, j'allais dire, c'est les pénalités de 40 % qu'on peut appliquer dans certains cas, quand il y a notamment des taxations d'office. Alors, au-delà de l'aspect fiscal, évidemment, et pénal, il y a évidemment l'absence aussi de litige avec des tiers. Ah, tiens, mon fournisseur, j'ai un litige avec lui, si j'ai plus les éléments ou si je les ai de manière incomplète, pareil avec un client, pareil avec des salariés. Le monde étant de plus en plus sujet à contestation aussi, quand même à contestation et à conflit, on n'est pas à l'abri de ce genre de problématiques. Donc, pour être vraiment en sécurité, encore une fois, évitons d'avoir une faille dans nos archives. On va aller un peu plus loin encore, tant que ça marche. Voilà. Alors, on peut également donner, c'est un exemple très classique, mais je pense que c'est le plus déterminant. C'est vous avez conservé vos factures, vous avez conservé vos livres, vous avez conservé vos déclarations fiscales, vous avez conservé des pièces justificatives X, Y ou Z, mais vous n'avez pas conservé les données élémentaires qui ont permis de constituer telle chose. Votre facture, elle résulte d'une application, c'est finalement un traitement informatique. Derrière une facture, il y a un traitement informatique. J'ai récupéré telle donnée dans la table, par exemple la table des articles. Donc, c'est les articles que j'ai vendus en 2020. Quel prix avait-il, etc. Cette table est une donnée dont j'ai besoin. Je vais avoir besoin évidemment du tarif correspondant à tel code article. Je vais avoir besoin
du taux de TVA qui était en vigueur à l'époque, pourquoi je l'ai appliqué, quel est éventuellement le contrôle de validité au niveau de la PAF que j'ai mis en place pour valider que c'est bien du 5,5 ou du 10% ou du 20%, ou éventuellement, si c'est une vente, que c'est exonéré parce que c'est une exportation ou parce que c'est une leak. Tous ces contrôles, je les ai archivés, etc., etc. Donc, je vais aller jusqu'aux données élémentaires qui, peu ou prou, sont donc liées à ces éléments-là, ainsi que les traitements. Si je n'ai pas conservé ces données élémentaires ni ces traitements, alors que j'ai conservé des pièces, des factures, des kilotonnes, parfois aujourd'hui en papier, mais même demain en informatique, eh ben, je suis quand même sous le coup, à ce moment-là, d'une défaillance. Je ne suis sous le coup d'une non-conformité fiscale. Et cette non-conformité fiscale peut avoir des incidences, si on ne trouve pas de solution, qui peuvent aller jusqu'à une procédure d'office, une évaluation d'office, qui est visée à un article, le fameux article L74 du LPF. Par parenthèse, autrefois, il existait même un article L75, c'était la rectification d'office. C'était un peu plus hard, ça a disparu. En revanche, quand on est dans ce cas de figure, effectivement, il peut y avoir des sanctions assez conséquentes. Voilà, je rappelle également une autre sanction, celle du 1729D du CGI de 5 000 € ou 10% de majoration, si plus. Voilà. Il y en aurait d'autres à rappeler, mais je pense que l'idée, c'est pas de faire peur. Alors, j'ai mis quelques idées, c'est qu'on peut perdre des données, causer un accident, clouc, et une coupure d'électricité, vous voyez plus rien, et j'ai perdu des données. Il faut que je puisse les recréer, les reconstituer. Là, la sauvegarde peut être utile, l'archivage aussi. Et évidemment, on peut m'attaquer. Alors, il y a de plus en plus de menaces sur les entreprises. Et puis, vous avez aussi parfois des gestionnaires de données qui sont un peu bordéliques, si j'ose utiliser, si je puis me permettre ce terme un peu fleuri, dans un contexte aussi sérieux. Mais donc là, dans ce cas de figure aussi, avoir de la rigueur dans un plan d'archivage, c'est fondamental. Bon, on va aller un peu plus loin parce que le temps passe, mais on est toujours dans le bon timing. C'est un autre exemple avec l'absence de la facture d'origine. Alors, c'est vrai que la notion de facture d'origine va peut-être à un moment donné disparaître, c'est-à-dire avec la réforme de la facturation d'origine, on va parler bientôt de contenu d'origine. Néanmoins, on sera toujours dans des données et on sera toujours dans des données à conserver. Mais il faut comprendre que si je n'ai pas accès à certaines données, d'ailleurs pas que les factures d'origine, ça pourrait être des données, là on est dans une donnée de gestion, mais ça pourrait être vrai, je veux la confronter avec une donnée comptable. Dans ce cas, on pourrait être dans une impossibilité pour l'administration d'elle-même effectuer ces fameuses demandes de traitement qui sont visées à cet article-là, l'article L47A2 du Code général des impôts. Et donc, l'administration ne pourrait pas mettre en œuvre cette demande de traitement, ce qui constitue en fait quelque chose de répréhensible, de non conforme, un manquement évident. Donc, du coup, là, pour l'exemple des factures, impossibilité de reconstituer, par exemple, l'exhaustivité du chiffre d'affaires, de s'assurer de la validité de ces éléments, de faire le lien, évidemment, entre la facture et la comptabilité, et évidemment, au-delà, le lien entre la comptabilité et les déclarations qui ont été faites, tant en BIC qu'en IS ou notamment sur les déclarations de TVA. Donc là encore, sanctions qui peuvent parfois être très lourdes. Je vous rassure, on ne le fait que quand c'est strictement nécessaire et c'est extrêmement encadré. Mais néanmoins, quelqu'un qui serait complètement à côté de la plaque là-dessus, qui ne conserve pas les données, qui n'archive pas, encore une fois, d'où l'importance de l'archivage et de la conformité fiscale, puisque quelque part, c'est sur la base des données archivées, données au sens large, que le contrôle régalien est possible de l'administration, qui lui-même est le gage d'un système fiscal qui fonctionne, qui est sain
et qui permet finalement à un pays de maintenir une démocratie. Donc vraiment, on est sur l'archivage, on ne s'en rend pas trop compte, c'est presque, je pourrais dire, un pilier de la démocratie. Si je vais faire cette petite métaphore, voilà. Alors, on va encore un peu plus loin sur voilà, le slide 18. Alors, on va arriver évidemment tranquillement à la fin de cette présentation, et j'ai encore un certain nombre de choses à vous expliquer. Des choses importantes, à savoir d'abord, avant de passer évidemment aux questions-réponses, l'archivage et la réforme de la facturation électronique. Alors, la première question qu'on s'était posée, c'est, vous connaissez tous maintenant à peu près les plans de ce qu'on appelle un schéma en Y. En France, pour la réforme de la facturation électronique, on a décidé de créer, je vous l'ai mis en haut, le petit schéma, bon, voilà, schéma en Y. Eh bien, ce schéma en Y, il montre que vous allez transmettre des factures à une plateforme publique qui va être un peu finalement l'enfant de Chorus Pro, qui actuellement fonctionne pour le B2G, mais demain on sera dans le B2B. Mais vous allez aussi transmettre des éléments vous pouvez transmettre soit à la plateforme publique, soit à une autre plateforme, des plateformes qu'on appelle de dématérialisation partenaire. Vous pouvez avoir la 1 qui est la vôtre et la 2 qui serait celle de votre client. Dans ce schéma, on ne complique pas trop les choses parce qu'on ne met pas encore l'opérateur de dématérialisation. Il y a d'autres schémas qui le présentent, qui peut être un intermédiaire avant ces plateformes. En tout état de cause, vous allez transmettre quelque chose. Alors, si vous transmettez, par exemple, une facture qui est dans un format du socle, en gros, C2I, UBL ou ce qu'on appelle FactureX, derrière tout ça, effectivement, il y a plutôt de l'XML. Hein, voilà. Mais disons, c'est une facture en langage structuré. Vous allez transmettre un document et vous allez vous poser la question, ce document, il va aller de la plateforme vers public, par exemple, vers la plateforme de mon client, qui exige que ça passe par sa plateforme, ou éventuellement de la plateforme publique vers mon client, ou de ma plateforme PDP1, plateforme 1, vers la plateforme du client. Donc là, si on est dans un format du socle, on ne parle pas de conversion, il n'y aurait pas besoin de conversion, il y aura juste une opération d'extraction à un moment donné qui sera faite à l'attention de l'autorité. Donc on sera dans un système de ce qu'on appelle temps réel, real time en anglais, et où effectivement, on s'est posé la question à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il va falloir archiver? Est-ce que c'est la facture que j'envoie? Qu'est-ce que je vais archiver? Donc là, après, que va archiver le client? Donc là, il y a si vous allez sur la foire aux questions, dans les réponses sur le site impôts.gouv.fr, dans la fac, vous verrez qu'il y a une réponse qui a été apportée par l'administration d'ores et déjà, c'est qu'on sera sur la facture pour l'entreprise. Je parle pour l'entreprise. C'est la facture à l'émission transmise à la plateforme. Et pour l'entreprise qui reçoit, donc le destinataire, le client, ça sera la facture reçue. Voilà. Ça, c'est les documents qui devront être archivés, je parle bien, au niveau des entreprises, respectivement fournisseurs et clients. Okay, voilà. Mais encore faut-il comprendre ce que c'est, et encore faut-il se poser la question. Ça, c'est au niveau de la facture. Après, vous-même, vous allez sûrement me poser la question, tout ce qui est en amont de la facture, ce qui se passe au niveau de mon logiciel, je vais être obligé de l'archiver également, puisqu'il va y avoir des contrôles PAF dessus. Et je dois également, en vertu des textes, normalement, si vous avez écouté tout ce que j'ai dit depuis 3/4 d'heure, enfin 50 minutes presque, il y a le plan comptable général et un certain nombre d'instructions et de textes qui disent vous devez également archiver ce qui vient avant. Donc, si j'ai envoyé une facture, même en UBL, en FactureX, en C2I, il faut néanmoins que j'archive des éléments à mon niveau qui sont au niveau infra-transmission vers les plateformes. Et évidemment, idem pour l'entreprise qui reçoit, ça sera post-plateforme, après avoir reçu quelque chose d'une plateforme, je dois garder tout ça
je dois dire ce que j'en fais, quel contrôle je vais mettre dessus. Pourquoi? Parce que c'est sur cette facture, éventuellement, que je vais, pas éventuellement, mais souvent sûrement, sauf s'il n'y en a pas de TVA dessus, que je vais déduire de la TVA. Donc, je dois mettre en place des contrôles. Est-ce que c'est le bon taux? Est-ce que c'est conforme avec le devis? Est-ce que c'est conforme au bon de réception et au bon de livraison qu'on m'a envoyé, etc., etc. Une foultitude de contrôles, les fameux CEPAF, que je vais archiver. Donc, il y a des choses qu'on archive avant l'émission d'une facture, des choses qu'on facture après l'émission des factures, et il y a même des choses, alors on en parlera donc peut-être une autre fois, que les plateformes vont être obligées d'archiver. Voilà, c'est encore un autre sujet. Mais ça, c'est pour approfondir et aller plus loin. Alors après, il y a tout le sujet de la dématérialisation croissante qui force les gens à se poser à un moment donné la question sur quel format, d'abord, des données, et évidemment, quel périmètre d'archivage. Ensuite, il y a tout l'aspect de numérisation des documents qui sont toujours encore en papier. Un vaste sujet parce qu'on ne va pas, comme ça, en claquant dans les doigts, même avec la réforme, du jour au lendemain, supprimer le papier. D'ailleurs, il restera toujours la problématique du papier, par exemple, en B2B international. Le B2B international n'est pas dans le périmètre de la réforme qui vise que le B2B domestique. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir une entreprise étrangère, un État membre, disons, ou d'un pays tiers, qui vous envoie une facture en papier. En revanche, vous allez être obligé, vous, d'extraire des données pour rendre dématérialisation des données que vous allez faire remonter au niveau de l'obligation B2B internationale, c'est-à-dire une obligation de e-reporting. Donc, du coup, il faudra archiver quand même pas mal de choses. Notamment, il faudrait archiver, si vous avez du papier, est-ce que j'ai numérisé également cette facture B2B internationale que j'ai reçue d'un fournisseur étranger? Est-ce que j'ai extrait des données? Est-ce que c'est conforme? Il faut pouvoir vérifier que ce que vous avez fait remonter en e-reporting, et ce que vous avez versé dans votre système d'information, ça colle avec le papier. Donc, il y a pas mal de choses à archiver. Après, évidemment, on peut se mettre d'accord avec son fournisseur étranger qui vous envoie directement les choses, également dans un format, ce qui est l'idéal, directement dématérialisé, ce qui vous facilitera le travail. Mais voilà, encore faut-il y penser. Donc, ça fait partie des choses aussi à anticiper, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à anticiper. Il y a un certain nombre de normes, évidemment, on est dans un monde normatif, et heureusement, c'est vraiment ces normes, c'est vraiment le cadre de sécurité. Alors, je citerai notamment la norme NFZ AFNOR, donc 42013 sur l'archivage électronique. En matière de certification, extrêmement important. Alors, les normes, enfin, c'est une marque, mais la NF 525, qui concerne les logiciels de gestion d'encaissement. L'avantage aussi, c'est qu'il y a une archive fiscale dans ces éléments-là. Donc, ça a quand même une valeur probatoire énorme. Si vous avez un système de caisse qui effectivement est certifié, vous avez l'avantage d'avoir déjà fait un gros pas vers la conformité fiscale, et notamment l'archivage des données B2C. Ça, c'est fondamental. Ce qui ne vous empêche pas également après de vous poser la question, parce qu'il y a la NF 203, sur la comptabilité informatisée et le coffre-fort numérique. C'est-à-dire, là, on est de nouveau dans la comptabilité. C'est-à-dire, c'est encore une fois une certification, cette haute certification d'InfoCert, elle vise plus spécifiquement tout l'aspect comptabilité informatisée, avec un référentiel qui vous met dans la conformité, bien entendu, fiscalo-comptable, je dirais, et qui, en même temps, met en place un archivage. Il y a d'ailleurs un coffre-fort numérique. Et enfin, vous avez également, problématique RGPD, une certification NF 552, un InfoCert. Alors, pour aller plus loin, évidemment, je pourrais aussi vous parler davantage de la PAF et notamment des CEPAF, parce que l'archivage des CEPAF, c'est quelque chose dont on ne mesure pas totalement l'intérêt et l'importance. Or, c'est quelque chose d'important. Et comme pour l'archivage, et j'en resterai à peu près sur ça, c'est que je me rends compte que beaucoup de professionnels du chiffre et du droit, je compte beaucoup d'amis parmi les experts comptables et les CAC, mais ils le reconnaissent eux-mêmes,
toutes les entreprises ne sont pas encore dans la conformité en matière d'obligation de PAF et d'archivage, et a fortiori d'archivage des éléments de la PAF. Donc je pense que là encore, la réforme de la facturation électronique, vu qu'à partir de 24, toutes les entreprises vont être obligées d'accepter des documents dématérialisés, donc mettre en place aussi des nouveaux contrôles sur des documents dématérialisés et archiver ces contrôles, vont être confrontés très rapidement. 2024, c'est demain, juillet 2024. Je pense qu'il y a un vrai défi pour l'écosystème de se mettre en conformité, donc d'avoir un archivage fiscalement conforme. Voilà, j'ai à peu près respecté le timing et j'espère ne pas vous avoir ennuyé avec toutes ces obligations. Et je vous écoute maintenant si vous voulez que je revienne en détail peut-être sur certaines choses que vous avez peut-être pas comprises ou pas suffisamment comprises. Merci de votre attention. Alors, si on n'a pas de questions, je vais moi t'en adresser une. En gros, pour résumer synthétiquement ton intervention, l'archivage, c'est une des briques qui, réforme ou pas réforme, doit être déployée dans les systèmes d'information des entreprises pour sécuriser leur opération et aussi répondre aux défis du contrôle, notamment fiscal. On est d'accord là-dessus ou pas? Ah oui, on est tout à fait d'accord. Tu l'as très bien explicité. C'est à la fois un défi parfois pour une entreprise parce que évidemment elle est soumise à des obligations de conservation, de représentation en cas d'audit. Et évidemment, c'est également une brique, comme tu l'as très bien expliqué, importante pour la réforme, puisque à un moment donné, on va transmettre des données tant de facturation que de e-reporting, et ces données, elles vont être évidemment conservées, analysées par l'administration, mais elles vont être confrontées aux déclarations, évidemment, elles vont être confrontées à la réalité des opérations économiques. Et donc, c'est finalement j'allais dire, l'indicateur, le curseur, le juge de paix, quelque part, ça va être l'archivage qui va donner une valeur probatoire à ce que j'ai fait remonter. Est-ce que j'ai fait remonter, par exemple, en e-reporting, des données conformes de B2C? Est-ce que ça vient, par exemple, d'une archive et de données clôturées qui sont issues d'un logiciel ou un système de caisse d'un éditeur certifié ou non qui me propose cet archivage, ou est-ce que je les ai calculés sur le coin de la table et ça correspond à quelque chose qui va m'amener finalement beaucoup de ruine de l'âme, encore une fois, donc stocker sans conscience n'est que ruine de l'âme. Est-ce que je vais faire remonter des choses qui vont peut-être attirer les foudres sur moi, puisque ça va être totalement incohérent, ça correspondra, il y aura des discordances par rapport à des déclarations ou par rapport à d'autres éléments qui seront disponibles au fil de l'eau à partir de 2024. Donc tu as très bien résumé, une brique importante pour la réforme de conformité et effectivement un élément de représentation, de conformité par rapport à mes obligations face à l'administration. Merci Lucien. Si vous allez pouvoir avoir accès au film de cette intervention et aussi au PowerPoint sur demande. Merci à tous d'avoir participé. Merci de nous avoir consacré votre pause déjeuner. C'est quelque chose. Il n'y a pas de bon horaire pour faire ce genre d'intervention, mais en l'occurrence, celui-là a été exigeant. Donc merci à tous. Et puis n'oubliez pas vos obligations 2024-2026, ça arrive très vite et il faut vous y mettre. Voilà. Merci à tous. Bel été. À bientôt.